À 5h47 du matin, mon application bancaire a affiché une ligne rouge. Accès refusé. Mon fonds en fiducie de 850 000 $ avait été piraté pendant la nuit. J'ai appelé maman. C'est papa qui a répondu, d'une voix glaciale. Nous avons pris le contrôle. La famille d'abord. Je n'ai pas discuté. J'ai conduit jusqu'à la banque, j'ai posé ma carte d'identité sur le comptoir. La directrice a cliqué une fois, a tourné l'écran vers moi, et m'a demandé qui avait signé cette procuration il y a 4 jours. Puis, elle a ouvert les métadonnées et est restée silencieuse. Bienvenue dans une nouvelle histoire où le discret a cessé d'encaisser les coups, et a commencé à conserver les preuves. Si vous avez déjà été le bouc émissaire dans votre propre foyer, vous connaissez déjà le lourd sentiment d'oppression que je ressentais dans ma poitrine ce matin-là. Laissez-moi vous ramener au début de la fin de ma famille. Je m'appelais. J'ai 35 ans, et je mène une vie tranquille et très organisée, dans un petit appartement qui sent le café noir et le linge propre. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, ma famille m'a considéré comme un meuble sans intérêt. Pour eux, je suis le gars qui ne prend jamais de grands risques, le gars qui a un travail de bureau ennuyeux, le gars qui compte ses sous et qui ne connaît pas l'art de la débrouille. Ils n'ont absolument aucune idée de ce que je fais réellement. Je suis enquêteur spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, pour une immense banque d'affaires. Je ne me contente pas de compter des haricots. Je chasse des fantômes. Quand des millions de dollars disparaissent soudainement dans des comptes offshore, ou quand de l'argent sale tente de se blanchir à travers de fausses transactions immobilières, c'est moi qui suis les empreintes numériques. Je passe 60 heures par semaine à démanteler des mensonges financiers, à trouver les fils invisibles qui relient les personnes avides à leurs crimes. Je lis les relevés bancaires comme d'autres lisent des romans à suspense. Les chiffres ne mentent pas. Les gens, si. Mais ma famille pensait que je ne faisais que des tableurs pour gagner ma vie. Je n'ai jamais pris la peine de les corriger. C'était plus simple de les laisser croire que j'étais un employé de bureau glorifié. J'aurais dû savoir qu'en les laissant me sous-estimer, je finirais par devenir une cible. Debout dans ma cuisine ce matin-là, le café froid dans ma tasse avait soudain un goût de cendre. La voix de mon père résonnait dans ma tête. Nous avons pris le contrôle. La famille d'abord. Il avait dit cela avec un vide glaçant, comme s'il me rendait service en me dépouillant complètement. L'argent qu'ils avaient pris n'avait jamais été un secret, et il ne leur était certainement jamais destiné. Il venait de mon grand-père, Arlon. C'était un homme dur et silencieux, qui avait bâti une fortune honorable grâce à une chaîne de quincaillerie. Il était la seule personne de ma lignée qui m'ait jamais regardé et qui m'ait réellement vu. Quand sa santé a commencé à décliner, c'est moi qui le conduisais à ses traitements. C'est moi qui restais assis à son chevet, écoutant ses histoires, pendant que le reste de la famille n'appelait que pour les fêtes. Quand il est décédé, il n'a pas divisé sa fortune comme mes parents s'y attendaient. Il les a complètement contournés. Il a laissé 850 000 $ dans une fiducie bloquée, et il a fait de moi l'unique bénéficiaire. Mes parents ont détesté ça. Mon frère aîné, Corbin, l'a détesté encore plus. Corbin a 39 ans et se dit investisseur immobilier. En réalité, c'est un joueur professionnel qui joue avec de l'argent emprunté, rénovant des maisons qui semblent toujours perdre de la valeur. Il est l'enfant prodige. Tout ce qu'il touche est censé être génial, même quand c'est activement en train de prendre feu. Je me souviens du dîner de Thanksgiving l'année dernière. Ce souvenir me crispe encore la mâchoire. Corbin avait jeté une pile de dossiers brillants sur la table, se vantant d'un nouveau bien commercial qu'il essayait d'acheter. Il était criblé de dettes. Mais mon père, Orson, a levé son verre et a loué l'incroyable vision de Corbin. Ma mère, Blé, a souri avec cette fierté toxique et mielleuse qu'elle ne réserve qu'à lui. Puis, elle a tourné les yeux vers moi. Elle a regardé ma simple chemise grise, a soupiré profondément, et a dit, « Si seulement tu avais une once de l'ambition de ton frère, tu vas triturer des chiffres dans un bureau jusqu'à ta mort. » J'ai juste continué à manger ma dinde. Je ne leur ai pas dit que mon salaire était probablement le triple de ce que Corbin gagnait dans une bonne année. J'ai juste encaissé l'insulte, comme je l'avais toujours fait. Mais ce matin était différent. Ils avaient franchi une ligne invisible. Ils pensaient que j'étais faible. Ils pensaient que j'allais paniquer, pleurer, et les laisser gérer ma vie, parce qu'ils s'étaient convaincus que j'en étais incapable. J'ai posé ma tasse de café sur le comptoir en granit très délicatement,
craignant que si je la tenais une seconde de plus, je ne la fracasse contre le mur. Je n'ai pas crié. Je ne les ai pas rappelés pour les supplier. J'ai mis mon manteau, attrapé mes clés, et suis sorti dans l'air glacial de l'aube. Ils pensaient avoir affaire au petit frère sans défense. Ils avaient oublié qu'ils avaient affaire à un homme qui détruit des criminels financiers avant le déjeuner. J'ai démarré le moteur de ma voiture. Jusqu'où était-il prêt à aller pour me briser? Et plus important encore, qu'allais-je faire pour les briser en premier? Le trajet jusqu'à la banque semblait se faire sous l'eau. Les rues étaient vides, les lampadaires projetant de longues ombres pâles sur le trottoir couvert de givre. Je maintenais ma respiration lente et régulière, m'appuyant sur l'état d'esprit froid et calculateur que j'utilise lorsqu'une affaire de fraude majeure atterrit sur mon bureau. La panique est l'ennemi. L'émotion vous rend stupide. J'avais besoin de faits. Je suis entré dans l'agence locale de ma banque au moment où les portes se déverrouillaient. La directrice de l'agence, une femme méticuleuse nommée Marin, me connaissait bien. Elle avait aidé à mettre en place le virement pour la fiducie à la mort de grand-père Arlon. Je me suis dirigé directement vers son bureau, contournant la file des guichets, et j'ai posé mon permis de conduire face contre la vitre. Mon compte est gelé, ai-je dit, ma voix à peine plus forte qu'un murmure. Je dois savoir exactement qui a demandé le blocage et quels documents ils ont fournis. Marin m'a regardé, son sourire professionnel vacillant en voyant mes yeux. Elle a tapé mon numéro de compte dans son terminal. J'ai observé son visage. D'abord, il y a eu de la confusion. Puis, son front s'est plissé. Elle a cliqué plusieurs fois de plus, affichant un document scanné provenant du coffre-fort numérique. Elle a tourné l'écran à moitié vers moi, hésitante. Une procuration a été déposée auprès de notre service juridique, a dit Marin, la voix tendue. Elle accorde à votre père, Orson, une curatelle complète sur vos actifs financiers. Elle cite une dégradation soudaine de votre santé mentale. L'équipe juridique l'a approuvé hier après-midi, ce qui a déclenché le gel automatique. Je fixais l'écran. C'était là, un formulaire de procuration standard. Mon nom était imprimé en haut, et en bas, juste sur la ligne de signature, figurait mon nom signé à l'encre noire. Je me suis penché de plus près. Dans mon métier, on apprend comment les gens écrivent. Une signature naturelle et fluide. Elle a de la vitesse, une pression variable, et de minuscules imperfections. La signature sur cet écran était trop parfaite. Elle n'était pas fluide. Elle reposait, rigide, sur la ligne, avec une pression de l'encre complètement uniforme. C'était un décalque. Quelqu'un avait posé une feuille de papier sur une de mes vraies signatures, et avait lentement, soigneusement, suivi le tracé avec un stylo. Marin, ai-je dit doucement. Regardez la date à côté de la signature. Elle a plissé les yeux. Il est indiqué qu'elle a été signée et notariée il y a 3 semaines. Très bien. Maintenant, faites un clic droit sur le fichier. Ouvrez les propriétés du document. Regardez les métadonnées. Marin a cligné des yeux, surprise par la demande technique spécifique, mais elle l'a fait. Une petite boîte grise est apparue à l'écran. Date de création, date de modification, auteur. Elle a lu les champs et son visage s'est lentement vidé de sa couleur. Elle a arrêté de bouger la souris. Le silence dans le petit bureau est devenu suffocant. La date sur le papier indique il y a 3 semaines, a murmuré Marin. Mais ce fichier numérique, le scan lui-même, a été créé il y a exactement 4 jours. J'ai hoché lentement la tête. Quelqu'un a pris une feuille de papier vierge il y a 4 jours, a falsifié mon nom, y a apposé une fausse date pour faire croire à un arrangement de longue date, et l'a soumise. Marin s'est adossée à sa chaise, me regardant comme si elle voyait un fantôme. Une personne d'habitude calme qui devient silencieuse est le signal d'alarme le plus bruyant du monde. Elle savait exactement ce que cela signifiait. C'était une fraude électronique fédérale. C'était un faux en écriture. Et cela avait été exécuté par mon propre sang. Ma main s'est instinctivement dirigée vers la poche de mon manteau. À l'intérieur se trouvait une lourde boussole en laiton rayé. Grand-père Arlon me l'avait donnée sur son lit de mort. Il ne m'avait pas donné de montre ou de stylo de luxe. Il m'avait donné une boussole usée qu'il emportait en randonnée. Je me souviens de l'odeur de sa chambre d'hôpital, des lumières fluorescentes crues, et de la texture rugueuse de sa main faible en roulant mes doigts autour du métal froid.
L'aiguille ne ment jamais, avait-il rappé, luttant pour respirer. Même si quelqu'un t'abandonne au milieu d'une fausse carte, l'aiguille pointe toujours vers la vérité. Fais confiance au nord véritable. Ne fais pas confiance au cartographe. J'ai serré la boussole dans ma poche, sentant le laiton froid se réchauffer contre ma paume. Mes parents essayaient de dessiner une fausse carte de ma vie. Ils essayaient de me dépeindre comme un homme instable qui avait besoin que son papa tienne son portefeuille, mais ils avaient oublié l'aiguille. Ils avaient oublié les données. Marin, ai-je dit, ma voix résonnant d'un calme étrange et sombre. Je veux que vous laissiez le gel sur le compte, mais je veux que vous changiez le code de statut interne. Ne le listez pas comme une mise sous curatelle. Faites-le remonter. Signalez-le comme une enquête de fraude hostile active. Verrouillez-le si solidement que même si mon père se présente ici avec le pape, il ne pourra pas toucher un seul centime. Marin a hoché la tête rapidement, ses doigts volant sur le clavier. C'est fait. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rentrer chez moi, ai-je dit, ramassant ma carte d'identité. Et je vais construire une cage. Si votre propre chair et votre propre sang plongeaient soudainement la main dans votre poche pendant que vous dormiez, crieriez-vous ou aiguiseriez-vous tranquillement un couteau? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous aimez voir les méchants tomber tout droit dans un piège qu'ils ont eux-mêmes construit, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement. Je suis sorti de la banque avec une copie du document falsifié à la main. La guerre avait officiellement commencé. Je ne suis pas allé au bureau ce jour-là. J'ai appelé mon superviseur et lui ai dit que j'avais une urgence familiale, ce qui était le mensonge le plus honnête que j'ai jamais raconté. En rentrant dans mon appartement, je n'ai allumé ni les lumières ni la télévision. Je suis allé directement à mon bureau, j'ai déverrouillé mon classeur et j'ai sorti chaque document physique que je possédais. Je suis un auditeur. Je garde tout. J'ai étalé les papiers sur le parquet. Déclaration de revenus, ancien baux d'appartement, carte grise, relevé bancaire. Je me suis assis en tailleur au milieu de cette mer de papier, plaçant la copie de la procuration falsifiée juste au centre. J'ai fixé la fausse signature. C'était un décalque incroyablement bien fait. Il capturait la boucle étrange que je fais sur le H de mon nom. Quiconque avait fait ça avait eu accès à un original de haute qualité, et avait utilisé une table lumineuse pour le copier. Ma mère n'avait ni la patience ni la main sûre pour cela. Mon père était trop maladroit. Puis, ça m'a frappé. Il y a 2 mois, mon frère Corbin était passé à mon appartement à l'improviste. Il était exceptionnellement amical, tenant 2 gobelets de café cher. Il avait prétendu que son courtier en prêts immobiliers avait besoin de voir un historique des contrats de location familiaux pour approuver un nouveau prêt commercial qu'il demandait. Il m'avait demandé d'emprunter une pile de mes anciens baux, promettant de les scanner et de les ramener le lendemain. Je les lui avais donnés sans réfléchir. Je pensais qu'il était juste son mois désorganisé habituel, rassemblant désespérément des papiers pour un autre investissement voué à l'échec. J'ai baissé les yeux sur un ancien contrat de location datant de 5 ans. Je l'ai placé à côté du document falsifié. Les signatures étaient mathématiquement identiques. Au millimètre près. Il avait utilisé mon ancien bail sur une table lumineuse pour décalquer mon nom sur le formulaire légal. J'ai déplacé mes yeux vers le coin inférieur du faux document. Il y avait un tampon de notaire, un sceau légal destiné à vérifier que la personne signant le document était physiquement présente et avait fourni une pièce d'identité. Le nom à l'intérieur du tampon circulaire était « Lawson ». Un rire froid et amer m'a échappé. Lawson. Je connaissais ce nom. Lawson était un vendeur de voitures d'occasion véreux qui buvait avec Corbin dans un bar sportif du centre-ville. Corbin l'avait mentionné une 12aine de fois, se plaignant généralement que Lawson lui devait de l'argent sur un mauvais pari sportif. L'image s'est formée avec une clarté parfaite et terrifiante. Corbin avait fourni la signature décalquée. Lawson avait fourni le faux tampon de notaire pour rendre le tout officiel. Et mes parents avaient fourni le récit selon lequel j'étais mentalement inapte. C'était une attaque coordonnée et préméditée par toute ma famille. J'ai fermé les yeux et un souvenir de mes 15 ans s'est imposé à mon esprit. J'étais dans la cuisine de notre maison d'enfance. La police venait de partir. Corbin, qui avait 19 ans à l'époque, avait volé 1 500 $ dans la caisse d'une collecte de fonds communautaires. Les organisateurs avaient remonté la piste jusqu'à notre maison. Ma mère, Blé, m'avait acculé dans le couloir avant l'arrivée des flics.
Elle m'avait saisi les épaules si fort que ses ongles s'étaient enfoncés dans ma peau. Tu dois dire que c'est toi qui l'as pris, avait-elle sifflé, les yeux fous de panique. Corbin postule à l'université. Une accusation de vol ruinera sa vie. Tu n'es qu'un gamin. Ils seront indulgents avec toi. De toute façon, tu ne fais jamais rien d'important. Fais ça pour ton frère. Fais ça pour la famille. J'avais refusé. J'avais tenu bon et dit la vérité. Corbin s'est fait arrêter, a eu une mise à l'épreuve, et ma mère ne me l'a jamais pardonné. À partir de ce jour, j'étais l'ennemi. J'étais le fils égoïste qui avait essayé de détruire le brillant avenir de son frère. Il recommençait. Il me jetait sous le bus pour se sauver. Mais cette fois, l'enjeu était de près d'1 million de dollars. Mon téléphone a vibré sur le bureau, vibrant violemment contre le bois. Je l'ai pris. C'était un texto de Blé. Salut, chérie. Nous savons que les choses ont été difficiles pour toi ces derniers temps. S'il te plaît, viens à la maison pour le dîner de dimanche ce week-end. Toute la famille sera là. Nous devons nous asseoir et parler de ton avenir. Nous t'aimons. J'ai fixé l'écran, lisant et relisant les mots. Nous devons parler de ton avenir. C'était un piège. Elle mettait en scène une pièce. Elle voulait réunir la famille, me présenter comme un homme brisé et instable, et me forcer à accepter publiquement leur contrôle sur ma vie. Elle voulait des témoins de ma soumission. Je n'ai pas répondu. J'ai posé le téléphone face contre table. Je n'allais pas leur donner la soumission. J'allais leur donner un massacre. Mais d'abord, je devais savoir exactement pourquoi ils faisaient ça maintenant. La cupidité est une constante, mais l'urgence nécessite un déclencheur. Pourquoi risquer la prison fédérale pour de l'argent qu'ils auraient pu essayer de me soutirer lentement par la manipulation? Quelque chose les forçait à agir. Bon sang, que cachait-il? Et comment allais-je l'arracher des ténèbres? Le lendemain matin, la campagne de diffamation a officiellement commencé. J'étais assis à mon îlot de cuisine, effectuant une vérification des antécédents de Lawson via une base de données de registre public sécurisée, quand mon téléphone portable personnel a sonné. L'identifiant de l'appelant indiquait « Tante Karen ». C'est la sœur cadette de ma mère, une femme dont toute la personnalité tourne autour du fait d'être profondément préoccupée par les affaires des autres. Dans l'écosystème de ma famille, elle est le principal pion, la messagère dévouée. J'ai répondu, gardant ma voix neutre. « Allô, Tante Karen. » « Oh, mon chéri » a-t-elle soufflé, sa voix dégoulinant d'une sympathie étudiée. « Je suis tellement désolé. Ta mère m'a appelé hier soir. Elle était en larmes. Nous sommes tous morts d'inquiétude pour toi. » Je me suis adossé à ma chaise, fixant le plafond. Ah bon? Et de quoi s'inquiète-t-elle exactement? Tu n'as pas à faire semblant avec moi, chérie, a dit Karen doucement, maniant sa pitié comme un scalpel. Blé m'a raconté à quel point tu as eu du mal depuis le décès de grand-père Arlon. Comment tu es devenu si paranoïaque, obsédé par ce fonds en fiducie, ne dormant plus, te retirant complètement de la famille. Elle a dit que ta prise sur la réalité s'est effritée et Corson a dû intervenir juste pour te protéger de toi-même. La pure brillance de ce mensonge m'a presque impressionné. Blé ne m'accusait pas d'un crime. Elle ne criait pas. Elle utilisait l'inquiétude maternelle comme une arme. Elle peignait le portrait d'un fils tragique et brisé, et d'une mère aimante et désespérée, forcée de faire un choix difficile. Le temps que j'essaie de dire à qui que ce soit qu'ils avaient falsifié un document légal, toute la famille élargie considérerait déjà mes accusations comme les délires paranoïaques d'un homme malade. Du gaslighting dans sa forme la plus pure. Elle t'a dit que je n'allais pas bien, ai-je dit doucement, tapant les mots exacts de Karen dans un fichier bloc-notes sur mon ordinateur. Je documente tout. Elle t'aime, Nous t'aimons tous. Laisse juste ton père s'occuper des choses lourdes pendant un moment. Laisse tomber le stress de l'argent. D'accord? Merci d'avoir pris de mes nouvelles, Karen, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse m'offrir une autre dose de poison. J'ai repoussé le téléphone. Il construisait un parfait narratif. Si j'allais à la police maintenant, ce serait ma parole contre celle de toute ma famille, avec un document notarié légalement tamponné pour les soutenir. La police y verrait un simple litige familial civil. J'avais besoin de quelque chose d'explosif.
Je devais trouver le mobile. J'ai fait craquer mes doigts et ouvert un nouvel onglet de navigateur. J'ai contourné les recherches Google Standard et me suis connecté à la base de données du Code de commerce uniforme, UCC, de l'État. Le registre UCC suit les privilèges financiers, les prêts garantis et les dettes massives des entreprises. Si quelqu'un est en train de se noyer dans les dettes, les documents de l'UCC montrent exactement qui lui maintient la tête sous l'eau. J'ai d'abord cherché le nom de mon frère. Corbin avait quelques petits privilèges, des broutilles habituelles, mais rien qui n'approche les 850 000 $. Puis, j'ai tapé le nom d'Orson et le nom de sa compagnie de fret régionale en difficulté. L'écran s'est chargé. Un énorme drapeau rouge m'a sauté aux yeux. Il y a 6 mois, Orson avait contracté un prêt relais commercial à court terme et à haut risque pour maintenir ses camions en service. Il avait absolument tout mis en gage. Les actifs de l'entreprise, la maison familiale, les polices d'assurance vie. Le montant principal du prêt était d'exactement 800 000 $. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes alors que je lisais les termes du document. Le prêt avait une clause de paiement ballon. La totalité des 800 000 $, plus les intérêts, était due en une seule fois dans exactement 30 jours. Si Orson ne payait pas, le prêteur avait le droit légal de saisir la compagnie de fret, de saisir la maison familiale et de laisser mes parents à la rue. Je fixais les chiffres. 800 000 $ de dette. 850 000 $ dormant dans mon fonds en fiducie. Il ne s'agissait pas de me protéger. C'était un vol à l'arraché, désespéré et paniqué, pour sauver la fierté d'Orson et la vie confortable de Blé en banlieue. Mais le vrai coup de poing dans l'estomac, le détail qui m'a fait rire aux éclats dans l'appartement vide, était le nom du prêteur indiqué sur le document de l'UCC. C'était une filiale de prêt aux entreprises de la même immense banque d'affaires qui m'employait. L'ironie était si tranchante qu'elle en tirait du sang. Mon père, l'homme qui se moquait constamment de mon travail de bureau ennuyeux, avait emprunté de l'argent à mon employeur, n'avait pas réussi à le gérer, et essayait maintenant de voler mon héritage pour rembourser mon patron. Il essayait de voler le propre enquêteur de la banque. J'ai imprimé le document de l'UCC. Le papier semblait chaud en sortant de l'imprimante. J'avais l'impression de tenir un pistolet chargé. Il pensait m'avoir déjoué, mais il venait de me donner l'arme exacte dont j'avais besoin pour les détruire. Combien de temps pourrait-il maintenir la comédie alors qu'ils étaient au bord de la ruine financière totale? J'ai décidé qu'il était temps de les laisser croire qu'ils gagnaient. On n'attrape pas un rat si on ne laisse pas un peu de fromage sur le piège. J'ai envoyé un bref texto à Orson, lui demandant si lui et Corbin avaient le temps de me rencontrer pour un déjeuner rapide dans un lieu neutre. J'ai choisi un dîner miteux et graisseux en périphérie de la ville, un endroit qui sentait fort les oignons frits et l'eau de Javel. C'était le genre d'endroit où ma mère refuserait de mettre les pieds, garantissant que nous ne serions que nous trois, les architectes de la falsification. Quand je suis entré dans le dîner, ils étaient déjà assis dans une banquette en vinyle craquelé, près du fond. Orson avait l'air terrible. Ses épaules étaient affaissées, son visage gris et lourdement ridé. Il ressemblait exactement à un homme à 30 jours de perdre son monde entier. Corbin, en revanche, était assis bien droit, portant une montre de créateur tape à accent grave l'œil qu'il ne pouvait certainement pas se permettre, regardant le dîner bon marché avec un dégoût non dissimulé. Je me suis glissé dans la banquette en face d'eux. Je n'ai rien commandé. Et, a dit Orson, sa voix adoptant ce ton paternel écœurant de douceur. C'est bon de te voir, fiston. Tu as l'air fatigué. Je vais bien, papa. Pourquoi as-tu gelé mon compte, ai-je demandé, sautant les politesses. Corbin a ricané, levant les yeux au ciel. Il a sorti une seule feuille de papier de sa sacoche en cuir et l'a fait glisser sur la table collante vers moi. C'était un formulaire de consentement volontaire à la curatelle. N'en fais pas tout un drame, a dit Corbin, son ton dégoulinant de condescendance arrogante. Tu n'es pas dans ton assiette depuis la mort de grand-père. Tu thésaurises cet argent. Tu ne l'investis pas. Tu agis de manière paranoïaque. Maman est morte d'inquiétude. Papa a dû prendre une décision difficile pour te protéger de toi-même. J'ai baissé les yeux sur le papier. Me protéger en prenant le contrôle légal total de mon argent? C'est temporaire, est intervenu Orson, les yeux écarquillés et suppliants. Il a tendu la main sur la table, essayant de poser sa main sur la mienne. J'ai retiré ma main. Nous voulons juste le gérer jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. L'entreprise est, eh bien,
nous avons quelques problèmes de trésorerie temporaires à la compagnie de fret. Nous pouvons utiliser la fiducie pour stabiliser l'entreprise familiale, te verser un taux d'intérêt généreux, et quand tu te sentiras mieux, tout reviendra à la normale. Nous sommes une famille, et nous devons veiller les uns sur les autres. Je l'ai regardé. L'audace pure de ce mensonge était à couper le souffle. Il ne demandait pas un prêt. Il avait déjà falsifié les documents pour le voler, et maintenant il essayait de me manipuler pour que je lui donne rétroactivement la permission afin qu'il n'aille pas en prison. Vous voulez que je signe ça, ai-je dit en tapotant le papier. Pour rendre légal ce que vous avez fait à la banque. Corbin s'est penché en avant, son visage se durcissant. Signe ce fichu papier, et ne sois pas un connard égoïste. L'entreprise de papa a besoin d'un peu de liquidité, et tu es assis sur près d'1 million de dollars à ne rien en faire. Tu vas le gaspiller de toute façon. Signe juste et laisse les adultes gérer les finances. J'ai regardé la montre tape à accent grave l'œil de Corbin. J'ai regardé le visage désespéré et en sueur d'Orson. J'ai pensé aux près de 800 000 dollars qui fonctionnaient comme une bombe à retardement. J'ai pris le formulaire. Je l'ai plié soigneusement en 2, puis en 4, et je l'ai glissé dans la poche intérieure de ma veste. Je n'ai pas pris le stylo. Je ne signe rien aujourd'hui, ai-je dit calmement. Le visage d'Orson s'est effondré dans la panique. S'il te plaît, tu dois. La famille d'abord, n'est-ce pas, papa, les jeux interrompus, citant ces mots exacts du matin du gel. J'ai gardé ma voix parfaitement neutre. Pas de colère, pas de larmes, juste un calme froid et mort. Je dois réfléchir à ce qui est le mieux pour la famille. Je me suis glissé hors de la banquette et me suis levé. Corbin a frappé la table de sa main, faisant cliqueter les couverts. Tu fais une énorme erreur, petit lâche, a sifflé Corbin, son visage devenant rouge. Tu crois que tu peux nous combattre? Tu n'es rien. On aura un juge qui te déclarera incompétent si vite que ta tête va tourner. Je l'ai regardé de haut. Il était si incroyablement arrogant. Il croyait vraiment à sa propre propagande. Merci pour la discussion, ai-je dit. Bon appétit. Je suis sorti du dîner, les laissant assis dans l'odeur de graisse rance. Corbin souriait en coin quand je suis parti, pensant probablement que j'avais juste peur et que j'avais besoin de temps pour céder. Mais alors que je montais dans ma voiture, mon téléphone a vibré. C'était une notification par email. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et le sang s'est glacé dans mes veines. Il venait de lancer une frappe nucléaire, et il l'avait dirigée droit sur ma carrière. L'email provenait du directeur des ressources humaines de ma banque. L'objet était « Réunion urgente et obligatoire concernant la conduite d'un employé ». J'ai conduit directement au siège de l'entreprise. Ma mâchoire était si serrée que mes dents me faisaient mal. Quand je suis entré dans le bureau des RH, ma chef de département, une femme sévère et incroyablement perspicace nommée directrice Vance, était déjà assise à la table. Elle n'a pas souri. « Asseyez-vous, a-t-elle dit. Je me suis assis. Elle a poussé un email imprimé sur la table. Nous avons reçu cette plainte anonyme via la ligne d'éthique de l'entreprise ce matin, a dit Vance, sa voix strictement professionnelle. J'ai besoin que vous la lisiez. J'ai regardé le papier. C'était un email méticuleusement tapé, envoyé depuis une adresse jetable. Il affirmait que moi, enquêteur anti-blanchiment, utilisais mon habilitation de sécurité de haut niveau et mon accès aux bases de données internes de la banque pour harceler, traquer et faire chanter financièrement des membres de ma propre famille lors d'un litige civil privé. Il m'accusait explicitement de menacer de ruiner l'entreprise de mon père en utilisant des informations d'initiés. J'ai senti une sueur froide perler dans mon dos. Corbin. Ce devait être Corbin. Il savait que je travaillais dans la banque, même s'il ne respectait pas le travail. Et il savait exactement sur quel bouton appuyer pour déclencher une panique interne à l'entreprise. Directrice Vance, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. C'est une pure invention. Ma famille tente de saisir illégalement un fonds en fiducie privée que mon grand-père m'a laissé. Ils essaient de détruire ma crédibilité pour que je ne puisse pas les combattre. Vance a soupiré lourdement, enlevant ses lunettes. Vous êtes l'un de mes meilleurs enquêteurs. Je connais votre caractère, mais vous connaissez aussi l'environnement réglementaire strict dans lequel nous opérons. Nous ne pouvons pas avoir un enquêteur accusé d'utiliser des données internes comme une arme.
Jusqu'à ce que la gestion des risques vérifie vos journaux d'audit et confirme que vous n'avez enfreint aucun protocole, mes mains sont liées. Elle m'a tendu une lettre officielle. Vous êtes suspendu. Avec effet immédiat, dans l'attente d'une enquête interne de 2 semaines. Rendez votre badge et votre ordinateur portable de l'entreprise. Vous n'avez plus accès au bâtiment. Il m'avait frappé là où ça faisait vraiment mal. Le fonds en fiducie, c'était de l'argent, mais ce travail, c'était mon identité. C'était la seule chose que j'avais construite entièrement par moi-même, loin de l'ombre de ma famille. Et avec un email anonyme, Corbin me l'avait arraché des mains. Je suis sorti du bâtiment de verre en tenant une petite boîte en carton avec mes affaires de bureau personnel. Je sentais un poids écrasant et suffocant sur ma poitrine. Je suis monté dans ma voiture et je suis resté assis là, dans le parking, pendant un long moment, à écouter le moteur tourner au ralenti. Pour la première fois depuis que la ligne rouge était apparue sur mon application, j'ai ressenti une lueur de doute réel et terrifiant. Et s'il gagnait? Et si le mensonge était plus fort que la vérité? J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de la seule personne de ma lignée qui n'était peut-être pas compromise. Daphné, ma jeune cousine, une assistante juridique d'une intelligence acérée qui avait toujours été le mouton noir de son côté de la famille. Elle a répondu à la 2e sonnerie. « Eh, ça va? Tante Blé raconte à tout le monde que tu fais une crise psychotique. »« Daphné, j'ai besoin d'aide, » ai-je dit, ma voix se brisant enfin, ne serait-ce qu'une fraction. Ils ont falsifié une procuration. Ils ont gelé ma fiducie et ils viennent de me faire suspendre de mon travail. Silence au bout du fil. Puis une brusque inspiration. Ces monstres absolus. Dis-moi exactement ce dont tu as besoin. Le notaire, ai-je dit, fixant le mur de béton du garage. Il s'appelle Lawson. C'est un copain de Corbin. J'ai besoin que tu utilises l'accès de ton cabinet d'avocat pour effectuer une vérification approfondie de sa commission de notaire. Il doit y avoir un point faible. Donne-moi 10 minutes, a dit Daphné, son ton passant à une glace professionnelle pure. J'ai attendu dans la voiture. 9 minutes plus tard, elle a rappelé. Eh, a dit Daphné, et je pouvais entendre le sourire féroce dans sa voix. Tu n'es pas fou. Tu es sur le point d'être riche, et ils sont sur le point d'être des criminels. Que as-tu trouvé? La licence de notaire de Lawson, a-t-elle dit doucement. J'ai consulté les registres de l'État. Sa commission a expiré en mars. Il ne l'a jamais renouvelée. Eh, l'homme qui a tamponné ce document légal il y a 4 jours n'est plus un notaire légalement reconnu depuis plus de 8 mois. J'ai fermé les yeux. Une énorme vague sombre de soulagement et de vengeance pure et sans mélange m'a submergé. Le tampon était faux. L'autorité était morte. Ils avaient construit tout leur stratagème sur des fondations de bois pourri. Le piège était entièrement armé. Maintenant, il était temps de les inviter à l'intérieur et de verrouiller la porte. Avez-vous déjà dû vous asseoir à une table en face de quelqu'un avec qui vous partagez de l'ADN et le regarder vous mentir en face pour vous détruire? Comment avez-vous géré la situation? Avez-vous crié ou avez-vous attendu le moment parfait pour frapper? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à, et de laisser un commentaire avec le nom de la ville où vous vivez. Chaque commentaire aide à diffuser cette histoire à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Merci beaucoup. Le décor était planté. Le dîner du dimanche approchait, et j'allais leur servir un repas qu'ils n'oublieraient jamais, au grand jamais. Je ne suis pas allé au dîner du dimanche. Je n'ai pas répondu au texto de ma mère. Je n'ai pas répondu aux 6 messages vocaux que Corbin a laissés sur mon téléphone, chacun escaladant en fausse préoccupation agressive. Quand vous construisez un piège, la chose la plus importante à faire est de maintenir un silence absolu. Laissez la proie errer dans le noir. Laissez-la penser qu'elle a le dessus. Le moment où elle se sent en sécurité est le moment exact où elle fait des erreurs. Lundi matin, j'ai commencé à déplacer mes pièces d'échecs. Mon premier appel a été pour Alden, l'avocat principal spécialisé en fiducie qui avait rédigé les documents de succession originaux de grand-père Arlon. Alden est un homme qui parle avec des phrases mesurées et précises, et qui porte des costumes qui coûtent plus cher que ma première voiture. Je me suis rendu à son bureau, je me suis assis dans son fauteuil en cuir, et je lui ai remis la copie de la procuration falsifiée, suivie de l'impression des métadonnées de la banque. Et enfin, le registre de l'État prouvant que la commission de notaire de Lawson avait expiré en mars.
Alden a regardé les papiers pendant une longue minute silencieuse. Il n'a pas halté. Il n'a montré aucun choc. Il a juste enlevé lentement ses lunettes de lecture et m'a regardé avec une expression terrifiante de calme. Ils ont construit une maison avec des allumettes, a dit Alden tranquillement. Et ils vous ont donné le lance-flamme. Je veux la réduire en cendres, Alden, ai-je répondu, la voix ferme. Mais je veux le faire dans une pièce sans issue. Mon rendez-vous suivant était avec Harrison. Harrison est un enquêteur principal des fraudes de l'État. Il y a des années, avant que je ne passe au secteur bancaire privé, il était mon mentor au bureau de l'auditeur de l'État. C'est un homme qui a vu toutes les choses horribles que les gens feront pour $1, et il a une politique de tolérance zéro pour l'abus financier familial. Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille près du Capitole. J'ai présenté les mêmes preuves. Harrison a suivi le bord de sa tasse de café du doigt, ses yeux scannant le faux tampon de notaire. Fraude électronique, fraude bancaire, faux en écriture, abus de personnes âgées. Techniquement, puisque la fiducie provient de la succession de votre grand-père, votre frère et ce type, Lawson, risque une peine fédérale sérieuse. Vos parents risquent des accusations de complot. Pouvez-vous obtenir le journal de notaire officiel de Lawson, ai-je demandé. Harrison a souri. Un sourire fin et dangereux. Avec une commission expirée et une allégation crédible de fraude bancaire, je peux faire saisir son registre par un policier d'État d'ici demain après-midi. Mais comment voulez-vous jouer la révélation? Voulez-vous que j'envoie simplement les uniformes chez eux? Non, ai-je dit en me penchant en avant. Si vous les arrêtez maintenant, ma mère va déformer l'histoire. Elle pleurera à la famille élargie que la police agressive de l'État a mal compris une simple erreur de paperasse. Elle passera le reste de sa vie à jouer la victime. Je dois briser son récit devant un public. J'ai besoin qu'ils entrent volontairement dans une pièce en pensant qu'ils sont sur le point de gagner. Harrison a hoché la tête lentement, comprenant parfaitement. Vous voulez mettre en scène la chose. Je vais demander à Alden de leur envoyer une convocation légale officielle, ai-je expliqué. Une invitation à une réunion de médiation formelle sur les actifs, dans son cabinet d'avocat, ce vendredi. Ils penseront que ma suspension du travail m'a brisé. Ils penseront que j'ai peur, que j'ai engagé un avocat pour négocier ma reddition, et que je suis enfin prêt à leur céder les $850 000. Harrison a gloussé, un son sec et rauque. Et je suppose que vous me voulez à cette réunion. Je veux que vous soyez assis dans un coin, à prendre des notes, ai-je dit. Juste un observateur indépendant, jusqu'à ce que le moment soit venu. Mercredi, le bureau d'Alden a envoyé les lettres officielles par courrier recommandé. Orson, Blais, Corbin et Lawson ont tous reçu de lourdes enveloppes à filigrane demandant leur présence pour finaliser la transition de la gestion de la fiducie Arlon. Le piège était amorcé. La réaction a été immédiate. Mon téléphone, qui était resté silencieux pendant des jours, a soudainement explosé avec un texto de Blais. Oh, mon chéri. Nous avons reçu la lettre de Monsieur Alden. Ton père et moi sommes si soulagés que tu vois enfin la raison. C'est la meilleure chose pour ta santé et pour la famille. Nous te verrons vendredi. Nous t'aimons tellement. J'ai fixé l'écran, sentant un œuf froid de pur dégoût se tordre dans mon estomac. Elle vibrait pratiquement de victoire. Elle pensait m'avoir brisé. Elle pensait que sa campagne de gaslighting, la lâcheté de son mari, et la falsification criminelle de son fils aîné avaient réussi à écraser le petit frère calme et ennuyeux. J'ai passé la nuit de jeudi à préparer mes armes. Je n'avais pas besoin d'un pistolet. J'avais besoin de papier. J'ai acheté 3 simples chemises en manille. Dans la première, j'ai placé les journaux de métadonnées. Dans la seconde, j'ai placé les registres de l'État concernant la licence de notaire expirée. La troisième chemise est restée vide, attendant que Harrison apporte le journal saisi de Lawson. Je me suis assis à ma table de cuisine, parfaitement calme, regardant les chemises. Je n'étais plus la victime. J'étais le bourreau. Vendredi après-midi est arrivé avec un ciel lourd et couvert. L'air semblait épais, comme l'atmosphère juste avant qu'un orage massif n'éclate. Je portais mon meilleur costume gris anthracite. Celui que Blais avait un jour qualifié de trop terne pour un jeune homme. Je me suis assuré que ma cravate était parfaitement droite. Je voulais ressembler exactement à ce que je suis, un enquêteur sur le point de clore une affaire massive.
La salle de conférence d'Alden était un chef-d'œuvre d'intimidation psychologique. Elle était située au 40e étage, avec des fenêtres allant du sol au plafond surplombant la ville. La table était une dalle massive d'acajou foncé. Les chaises étaient en cuir lourd. Toute la pièce sentait le vernis à bois cher et le vieil argent. Ce n'était pas une pièce où l'on pouvait mentir facilement. Je suis arrivé 20 minutes en avance. Harrison était déjà là, assis tranquillement sur une chaise dans le coin arrière de la pièce, à l'écart de la table principale. Il portait un simple trench coat beige par-dessus un costume simple, tenant un bloc-notes. Il avait l'air tout à fait quelconque, ce qui était exactement le but. Il m'a fait un bref signe de tête, presque imperceptible. À 14 heures précises, la réceptionniste a ouvert les doubles portes vitrées. Ma famille est entrée. Blé menait la charge. Elle était vêtue d'un blazer bleu marine sur mesure, ses cheveux parfaitement coiffés, arborant une expression de grâce bienveillante et attristée. Elle ressemblait à une mère se préparant à réconforter un enfant malade. Orson marchait juste derrière elle, les épaules voûtées, ses yeux balayant nerveusement la pièce luxueuse. Il avait l'air épuisé, le poids de sa dette secrète de 800 000 $ le tirant pratiquement vers le sol. Puis vint Corbin. Il est entré dans la pièce en se pavanant, vêtu d'un costume tape à accent grave-l'œil émoulant, sans cravate. Vérifiant sa montre chère, il regarda la salle de conférence avec une cupidité non dissimulée, comme s'il calculait déjà comment il dépenserait mon argent pour améliorer son style de vie. Enfin, Lawson est entré en dernier. Le vendeur de voitures d'occasion avait l'air terriblement déplacé. Il transpirait abondamment, s'épongeant le front avec un mouchoir froissé, évitant le contact visuel avec tout le monde. Un homme qui a commis une fraude fédérale sait exactement à quoi ressemble un piège, même si ses amis arrogants ne le savent pas. Blé s'est immédiatement dirigé vers moi, les bras tendus pour une étreinte. « Oh, tu as l'air si fatigué, chérie. Mais tu as fait le bon choix. Nous allons tout régler aujourd'hui. » Je ne me suis pas levé. Je ne me suis pas penché en avant. Je l'ai juste regardé avec des yeux morts et plats. Elle s'est arrêtée à mi-chemin, ses bras retombant maladroitement le long de son corps. Elle s'est raclée la gorge et a pris place en face de moi. Les autres se sont installés dans leurs chaises. Alden s'est assis en bout de table. Il a joint ses mains avec précision. « Bonjour. Nous sommes ici pour discuter du statut juridique du fonds en fiducie établi par le défunt Arlon. Avant de commencer, je voudrais présenter Monsieur Harrison, un observateur indépendant qui prendra des notes pour nos dossiers aujourd'hui. » Corbin a jeté un coup d'œil à Harrison et a ricané. « Peu importe. Finissons-en. J'ai un entrepreneur qui m'attend sur l'un de mes chantiers. As-tu apporté les formulaires de décharge ?» Avant de signer quoi que ce soit, a interrompu Blé, posant une main douce sur le bras d'Orson. Elle a regardé Alden avec de grands yeux innocents. « Monsieur Alden, nous voulons juste nous assurer que l'état médical et émotionnel de est pris en compte. Il a été profondément instable. L'argent est devenu une obsession malsaine pour lui. Mon mari, Orson, intervient uniquement par devoir paternel. Nous sommes une famille qui prend soin des siens. » Je l'ai laissé parler. Je suis resté assis en silence et je l'ai laissé tisser sa toile de mensonges toxiques et suffocants, là, dans la pièce ouverte. J'ai laissé chaque faux mot flotter dans l'air calme. Je voulais qu'il se sente entièrement en contrôle. Quand elle a finalement terminé son monologue tragique, elle m'a regardé d'un air interrogateur, attendant que je m'effondre, que je m'excuse, ou que je tende un stylo. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans ma mallette. J'ai sorti les 3 chemises en manille et les ai placées carrément au centre de la table en acajou foncé. J'ai posé mes mains à plat dessus. « Tu as absolument raison, maman, ai-je dit. » Ma voix était basse, portant sans effort à travers la pièce silencieuse. J'ai été obsédé. J'ai passé les 5 derniers jours à ne faire absolument rien d'autre qu'à être obsédé par ma famille. Et tu as raison sur autre chose. Je ne pense plus clairement comme un fils. J'ai regardé directement Corbin, puis Lawson, et enfin mon père. Je pense comme un expert comptable judiciaire. J'ai poussé la première chemise de quelques centimètres en avant. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Le sourire arrogant de Corbin a vacillé. Lawson a dégluti bruyamment, le son fort dans le silence de mort. Le décor était planté. Les portes étaient verrouillées.
Il était temps de leur tirer le tapis sous les pieds. Parlons de ce devoir paternel, papa, ai-je dit, ma voix tranchant la tension comme un rasoir. J'ai ouvert la première chemise et j'ai sorti la copie imprimée en couleur du formulaire de procuration. Je l'ai retourné pour qu'elle leur fasse face. Ce document a été soumis à ma banque pour geler légalement mes actifs. Il porte ma signature. Il porte une date d'il y a 3 semaines. Corbin a croisé les bras, feignant l'ennui, bien qu'une veine ait commencé à battre à sa tempe. Ouais, tu l'as signé. Tu avais une bonne journée, puis tu as oublié, parce que tu perds la tête. On le sait tous. Je suis si content que tu parles de mémoire, Corbin, ai-je répondu doucement. J'ai glissé le deuxième morceau de papier hors de la chemise. Le journal des métadonnées. Parce que la mémoire humaine est faillible, mais l'architecture des serveurs est infaillible. J'ai poussé la feuille de métadonnées vers mon frère. C'est l'empreinte numérique du fichier exact que vous avez soumis. Les serveurs internes de la banque ont enregistré sa création. Tu prétends que j'ai signé ça il y a 3 semaines, mais ce document a été créé sur un ordinateur il y a exactement 4 jours. Il n'existait pas il y a 3 semaines. On ne peut pas signer un morceau de papier qui n'a pas encore été imprimé. Le visage de Corbin est devenu complètement vide. Toute couleur a quitté ses joues, le laissant ressembler à une figure de cire. Il fixait les chiffres tapés à la machine sur la page comme s'ils étaient écrits dans une langue étrangère. C'est un bug informatique, a balbutié Blé, sa voix soudainement une octave plus haut. Son masque de préoccupation gracieuse se fissurait violemment. La technologie fait des erreurs, Tu ne peux pas te fier à ça. Je n'ai pas à me fier uniquement à ça, ai-je dit. J'ai ouvert la deuxième chemise. Harrison avait fait un excellent travail. À l'intérieur se trouvait une photocopie haute résolution du journal de notaire officiel de Lawson. J'ai regardé le vendeur de voitures d'occasion en sueur. Lawson, un notaire est tenu par la loi d'enregistrer chaque transaction dans un journal relié, par ordre chronologique. Votre journal a été réquisitionné hier par l'État. Lawson a laissé échapper un son qui était à moitié un hoquet, à moitié un gémissement. Il a agrippé le bord de la table, ses jointures devenant blanches. Si nous regardons la page 42, ai-je continué en traçant une ligne avec mon doigt, nous voyons une transaction datée d'il y a 3 semaines avec mon nom dessus. Mais regardez les numéros d'entrée. L'entrée 412 est datée du 2 mai. L'entrée 413 est mon nom, datée d'il y a 3 semaines. Mais l'entrée 414, juste en dessous, est datée du 4 mai. Vous avez inséré mon nom entre 2 entrées plus anciennes. Vous avez brisé l'ordre chronologique pour truquer la chronologie. Il m'a dit que c'était juste une faveur familiale, a soudainement éclaté Lawson, sa voix se brisant. Il a pointé un gros doigt tremblant directement sur Corbin. Corbin a dit que tu étais d'accord. Il a apporté le papier avec la signature déjà dessus. Il a dit que tu étais trop malade pour venir au garage. Je ne savais pas que c'était un braquage. La ferme, Lawson, a rugi Corbin, frappant du poing sur la table, la panique consumant entièrement sa fausse bravade. Peu importe ce que Corbin t'a dit, Lawson, ai-je dit doucement, portant le coup de grâce final. J'ai sorti le 3e papier, le registre de l'État. Parce que même si je m'étais tenu devant vous, vous n'auriez pas pu le notariser. Votre commission a expiré il y a 8 mois. Vous n'êtes pas un notaire. Vous êtes un fraudeur. Le silence qui a suivi était absolu. C'était le silence lourd et suffocant de la ruine totale. Lawson a laissé tomber sa tête dans ses mains, sanglotant ouvertement. Corbin fixait la table, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans qu'aucun son ne sorte. Blé s'est levé, sa chaise grinçant violemment contre le parquet. Elle hyperventilait. C'est une affaire de famille, a-t-elle crié, pointant un doigt tremblant vers moi. Tu essaies de détruire ton propre sang pour quelques erreurs de paperasse. Tu vas arrêter ça tout de suite, Nous réglerons ça à la maison, en privé. Du coin sombre de la pièce, Harrison s'est lentement levé. Il ne s'est pas pressé. Il s'est approché calmement du bord de la table en acajou, a fouillé dans la poche intérieure de son trench coat et a sorti un portefeuille en cuir. Il l'a ouvert, laissant tomber un lourd badge fédéral en or sur le bois poli. Le métal a claqué bruyamment contre la table. Madame, a dit Harrison, sa voix grondant d'une autorité absolue,
quand vous falsifiez des documents financiers pour saisir 850 000 $ d'une institution assurée au niveau fédéral, cela cesse d'être une affaire de famille. Cela devient un crime, et je suis l'enquêteur principal de l'État en charge de ce dossier. Blé a regardé le badge, ses genoux ont fléchi, et elle s'est effondrée sur sa chaise, ses mains couvrant sa bouche d'horreur pure. S'il vous plaît, si vous regardez ceci, écrivez le mot « terminé » dans les commentaires dès maintenant. C'est notre code secret pour les spectateurs qui aiment voir la vérité détruire complètement un mensonge parfaitement élaboré. Je mettrai un cœur et répondrai à chaque commentaire contenant ce mot-clé. Merci de suivre. La scène s'était effondrée. Mais je n'avais pas fini. Il était temps de m'occuper de mon père. Orson n'avait pas dit un seul mot depuis que les preuves avaient été mises sur la table. Mon père, l'homme qui s'était toujours positionné comme le patriarche fort et silencieux de la famille, semblait avoir vieilli de 20 ans en l'espace de 5 minutes. Sa peau avait la couleur d'un vieux parchemin. Il se tenait la poitrine, fixant le sol, complètement brisé. Corbin était en mode survie totale. L'enfant prodige était tout à fait prêt à sacrifier tout le monde pour sauver sa propre peau. « Je n'ai pas falsifié la signature », a crié Corbin, regardant désespérément Harrison. J'ai juste géré la paperasse. Maman et papa m'ont dit de le faire. Ils ont dit que était fou. C'était leur idée. Espèce de petit relâche, a murmuré Blé, fixant son fils aîné avec un mélange de choc et de révulsion. L'image de famille parfaite qu'elle avait cultivée pendant des décennies partait en fumée juste devant ses yeux, enflammée par le fils qu'elle avait le plus protégé. Harrison a ignoré les pleurnicheries de Corbin. Il a ramassé son badge et a regardé Orson. « Monsieur Orson, comprenez-vous la gravité des accusations qui seront transmises au procureur de la République ? La fraude électronique est passible d'une peine maximale de 20 ans dans un pénitencier fédéral. » Orson a lentement relevé la tête. Il a regardé au-delà de Harrison. Il a regardé au-delà d'Alden. Il m'a regardé directement. Ses yeux étaient humides, remplis d'une supplication pathétique et désespérée. Accro à ses Orson, sa voix se brisant. S'il te plaît, j'allais tout perdre. Je me suis adossé à mon lourd fauteuil en cuir. Je n'ai ressenti aucune pitié. Je n'ai ressenti aucune colère. J'ai seulement ressenti un incroyable et écrasant sentiment de clarté. Perdre quoi, papa, ai-je demandé, ma voix résonnant froidement. Disons toute la vérité à tout le monde. Arrêtons de prétendre que c'était pour ma santé mentale. Parle-leur du prêt ballon de 800 000 $. Parle-leur de la dette commerciale de Fred qui est due dans moins de 30 jours. Dis-leur que tu as mis en gage la maison, l'entreprise et la retraite de maman pour sauver une entreprise en faillite, et que tu étais sur le point de tout perdre. La tête de Blé s'est tournée vers son mari si vite que j'ai cru que son cou allait se briser. Quoi? De quoi parle-t-il, Orson? Quelle dette? Orson a serré les yeux. Une seule larme a roulé sur sa joue. C'est vrai, Blé, a-t-il murmuré. L'entreprise est en faillite. Nous sommes sous l'eau. La banque va saisir la maison le mois prochain. J'étais désespéré. J'ai pensé qu'on pouvait juste emprunter l'argent de rembourser le prêt ballon, et le rembourser lentement. Il n'en avait pas besoin. Nous, si. Blé a poussé un son guttural et horrifiant. C'était le son de toute sa réalité qui se brisait. Sa belle maison, ses abonnements au country club, sa parfaite façade de banlieue. Tout cela était déjà parti, perdu au profit d'une banque avant même qu'elle ne sache que c'était en danger. Tu pensais que tu pouvais l'emprunter en falsifiant mon nom, les jeux corrigeaient sèchement. Tu pensais que tu pouvais le voler. Et pour ce faire, tu as essayé de convaincre tout le monde que j'étais fou. Tu as essayé de ruiner ma carrière, Corbin. Corbin a tressailli, se recroquevillant sur sa chaise. 7. Cette plainte anonyme au RH, c'était juste pour te ralentir, mec. Je ne voulais pas te faire virer. J'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était le sourire d'un prédateur qui avait finalement refermé ses mâchoires. Tu ne m'as pas fait virer, Corbin, ai-je dit tranquillement. Ma suspension a été levée hier. Une fois que mon directeur de la gestion des risques a vu la citation à comparaître de l'État concernant ton faux notaire, ils ont complètement blanchi mon nom. Je me suis retourné vers mon père. Sais-tu quelle est la partie la plus ironique de tout ça, papa?
Le prêteur qui détient ta créance de 800 000 $. C'est une filiale de ma banque, de mon département. Et à cause de ta tentative de commettre une fraude bancaire fédérale contre un employé, ton dossier a été signalé en rouge. Les yeux d'Orson se sont écarquillés de terreur pure. Il savait exactement ce que cela signifiait dans le monde financier. Je vais transmettre toutes ces preuves au gestionnaire des risques de crédit cet après-midi, ai-je continué, ma voix dénuée de toute émotion. Ils ne vont pas attendre 30 jours, papa. En raison de l'implication dans une fraude criminelle, ils accélèrent la dette. Ils exigent le remboursement intégral du prêt aujourd'hui. D'ici lundi matin, vos comptes bancaires seront saisis, vos camions seront enchaînés, et la banque prendra la maison. Non, a hurlé Blé, se jetant sur la table vers moi, ses mains recourbées en griffes. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes ta famille. Tu as l'argent, Tu peux payer le prêt. Tu dois nous sauver. Je me suis levé, boutonnant ma veste de costume. J'ai regardé la femme qui avait passé toute ma vie à me faire sentir complètement invisible, jusqu'au moment exact où elle avait besoin de m'utiliser comme bouclier humain. La famille d'abord, n'est-ce pas, maman, ai-je dit doucement. J'ai pris ma mallette, leur ai tourné le dos, et suis sorti de la salle de conférence. Derrière moi, le son des sanglots de ma mère et des cris paniqués de Corbin a été étouffé alors que les lourdes portes vitrées se refermaient. C'était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Les retombées n'ont pas été un coup de tonnerre immédiat. La vraie justice dans le monde financier avance lentement, broyant ses cibles en une fine poussière au fil des semaines et des mois. Mais quand la poussière est finalement retombée, le paysage de ma famille était complètement méconnaissable. 2 semaines après la réunion au bureau d'Alden, la banque a officiellement levé le gel pour fraude sur mon compte. Les 850 000 $ ont été entièrement restitués à mon seul contrôle. Je n'ai pas acheté de voiture de sport. Je n'ai pas acheté de manoir. J'ai laissé l'argent exactement où il était, investi en toute sécurité, faisant exactement ce que grand-père Arlon voulait qu'il fasse, croître tranquillement, protégeant mon avenir. Lawson, le notaire corrompu, a cédé instantanément. Dès que les enquêteurs de l'État l'ont menacé de prison fédérale, il a retourné sa veste. Il a rendu son sceau déjà expiré, a plaidé coupable de multiples chefs d'accusation de fraude au niveau de l'État, et a accepté de témoigner contre Corbin en échange d'une peine avec sursis et d'une lourde mise à l'épreuve. Il a perdu son emploi au garage de voitures d'occasion et travaille actuellement de nuit dans un entrepôt. Corbin n'a pas eu autant de chance. Parce que c'est lui qui a physiquement décalqué la signature et orchestré la soumission du document falsifié à travers les lignes bancaires inter-État, le procureur de la République a décidé d'en faire un exemple. Il a été inculpé pour complot en vue de commettre une fraude électronique. Les frais de justice l'ont immédiatement mis en faillite. Aux dernières nouvelles, il avait emménagé dans un motel bon marché en périphérie de la ville, en attente de son procès, essayant frénétiquement de trouver un avocat commis d'office qui croirait ses mensonges. L'enfant prodige payait enfin le prix de sa propre arrogance. Mais la chute la plus dure a été celle de mes parents. Comme je l'avais promis, le département de gestion des risques de ma banque n'a montré aucune pitié. Dès qu'ils ont reçu les rapports de police confirmant l'implication de mon père dans une tentative de fraude, ils ont déclenché la clause d'exigibilité anticipée de son prêt commercial. La compagnie de fret s'est effondrée en 48 heures. La banque a saisi les camions, l'entrepôt et les comptes de l'entreprise. Et puis, ils sont venus pour la maison. La maison qui avait toujours senti le vernis au citron et la fausse perfection. La maison où l'on m'avait dit que je n'étais jamais assez bien. Elle a été saisie en un temps record. Blé et Orson ont été forcés de prendre ce qu'ils pouvaient faire tenir dans la vieille berline d'Orson et de partir. Ils ont emménagé dans un appartement exigu de 2 chambres dans un quartier difficile de l'autre côté de la ville. Les abonnements au country club ont été annulés. Les dîners du dimanche étaient terminés. Un soir, environ 2 mois après que la poussière soit retombée, j'ai retrouvé Daphné dans un pub calme et faiblement éclairé du centre-ville. Elle avait été ma seule alliée, la seule personne qui ne me regardait pas comme un distributeur automatique cassé. J'ai fait glisser un verre froid de bière artisanale sur le comptoir en bois vers elle. Au mouton noir, ai-je dit en levant mon verre. Daphné a ri, ses yeux brillants dans la pénombre. Elle a trinqué avec moi. Au mouton noir. Je dois admettre, je pensais que tu allais juste engager un avocat et bloquer le transfert. Je ne pensais pas que tu allais larguer une bombe nucléaire tactique sur tout l'arbre généalogique.
Je ne les ai pas détruits, Daphné, ai-je dit en prenant une lente gorgée de ma bière. Je leur ai juste présenté la facture pour les choses qu'ils ont cassées. Ils se sont détruits eux-mêmes. Leur as-tu parlé, a-t-elle demandé, son ton devenant un peu plus sérieux. J'ai secoué la tête. Non, et je n'ai pas l'intention de le faire. Le silence dans mon appartement est la meilleure chose que j'ai jamais achetée. Nous sommes restés assis là pendant un long moment, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers la fenêtre du pub striée de pluie. Je ressentais un sentiment de paix profond et intense. Le poids lourd et suffocant que j'avais porté depuis l'enfance, le besoin constant de me faire petit pour que ma famille puisse se sentir grande, avait entièrement disparu. Le contraste était parfaitement ironique. Mes parents avaient risqué leur liberté, leur réputation et toute leur relation avec moi pour voler de l'argent qu'ils pensaient mériter. À la fin, ils se sont retrouvés avec absolument rien, enterrés sous une montagne de dettes et de honte légale. Pendant ce temps, le fils dont il s'était moqué parce qu'il avait un travail de bureau ennuyeux, était assis confortablement, sa carrière florissante, l'héritage de son grand-père sécurisé. J'avais utilisé les compétences exactes qu'ils dénigraient pour démanteler leur vie entière. Ils pensaient que je ne faisais que des tableurs. Ils avaient oublié que les tableurs sont le moyen d'attraper les monstres. Mais l'histoire ne s'est pas terminée tranquillement. Les personnes toxiques savent rarement quitter la scène sans piquer une dernière colère. L'acte final est survenu une semaine plus tard, lorsque mon téléphone a sonné tard dans la nuit, affichant un numéro inconnu. Je savais exactement qui c'était, et je savais que je devais y répondre, juste une fois, pour clore le livre pour toujours. Le téléphone a vibré agressivement contre le bois de mon comptoir de cuisine. Il était plus de 23 heures. L'identifiant de l'appelant était bloqué, mais mon instinct me le disait. Je l'ai décroché et j'ai pressé le téléphone contre mon oreille sans dire un mot. Tu nous as ruinés. La voix était rauque, creuse et dégoulinante de venin. C'était Blé. Elle appelait depuis le modeste appartement de location qu'elle partageait maintenant avec un mari brisé et sa fierté en ruine. Il n'y avait plus de fausse douceur dans son ton. Le masque était complètement tombé, ne laissant que la vérité brute et les dents dessous. Tu as ruiné cette famille, a-t-elle sifflé, sa voix tremblant d'une rage déplacée. Ton frère risque la prison. Ton père travaille comme livreur à 65 ans. Nous avons perdu notre maison. Nous avons tout perdu. Et toi, tu es juste assis là, dans ton appartement, à thésauriser $1 million, en nous regardant nous noyer. Tu es un monstre froid et égoïste. Je me tenais près de la fenêtre, regardant les rues calmes et luisantes de pluie de la ville. Je ne ressentais absolument aucune colère. Ces mots, qui me transperçaient autrefois jusqu'à l'os quand j'étais adolescent, sonnaient maintenant simplement pathétiques, comme des parasites sur une radio cassée. Je n'ai pas falsifié la signature, maman, ai-je dit, ma voix incroyablement calme. Je n'ai pas laissé la licence de notaire expirer. Je n'ai pas contracté un prêt de $800 000 que je ne pouvais pas rembourser. Je n'ai pas envoyé un email anonyme pour faire virer mon propre fils. Nous avons fait ce que nous devions faire pour survivre, a-t-elle crié dans le récepteur. Tu ne comprends pas la loyauté familiale. Tu ne l'as jamais comprise. La loyauté n'est pas un pacte suicidaire, maman, ai-je répondu doucement. Je ne discutais pas. Je ne faisais qu'énoncer un fait. Tu ne voulais pas un fils. Tu voulais un bouc émissaire. Tu voulais un fonds d'urgence que tu pouvais vider chaque fois que ton véritable enfant préféré faisait une bêtise. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous devez vivre dans la maison que vous avez construite. J'espère que tu pourriras avec cet argent, a-t-elle craché. Au revoir, maman, ai-je dit. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, j'ai tapoté l'écran et j'ai mis fin à l'appel. J'ai immédiatement bloqué le numéro. C'était la dernière fois que j'entendais sa voix. Je me suis éloigné de la fenêtre et je suis allé à la petite boîte en bois posée sur ma bibliothèque. Je l'ai ouverte et j'ai sorti la lourde boussole en laiton que grand-père Arlon m'avait donnée. J'ai passé mon pouce sur les rayures de la face en verre. L'aiguille ne ment jamais. J'ai enfin compris ce qu'il voulait dire dans cette chambre d'hôpital. Il savait que sa famille était avide. Il savait qu'Orson était faible et que Blé était manipulatrice. Il m'a laissé la fiducie parce qu'il savait que j'étais le seul à respecter la vérité plus que l'illusion. Il m'a donné la boussole pour me rappeler que peu importe à quel point les gens autour de vous essaient de déformer la réalité, peu importe à quel point ils vous manipulent, falsifient des documents ou crient « la famille d'abord »,
la vérité est un objet immuable. Le monde est plein de gens qui essaieront de redessiner la carte. Ils changeront les dates sur un document. Ils falsifieront une signature. Ils vous regarderont droit dans les yeux et vous diront que vous êtes fou, que vous êtes le problème, juste pour pouvoir plonger leurs mains un peu plus profondément dans vos poches. Ils sont incroyablement doués pour ça. Mais il y a toujours un journal de métadonnées. Il y a toujours une licence expirée. Il y a toujours un compte à rebours qu'ils ont oublié de vérifier. Je me tenais dans mon appartement calme et paisible, tenant le laiton froid dans ma main. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un comptable. Mais j'ai appris que la chose la plus terrifiante que vous puissiez être pour un menteur est une personne qui conserve tranquillement les preuves. J'ai laissé ma famille me donner tous les coups qu'elle avait. Et quand ils ont été épuisés, quand ils ont cru avoir gagné, j'ai laissé les données les enterrer. Alors, je me tourne vers vous, les auditeurs. J'ai laissé mes propres parents perdre leur maison. J'ai laissé mon frère faire face à la prison fédérale. J'avais l'argent pour les sauver. Et j'ai activement choisi de les laisser se noyer dans les conséquences de leurs propres actions. Dites-moi la vérité. Ai-je eu tort? Ai-je été trop froid? Ou était-ce la juste dose de justice qu'ils méritaient pour avoir traité ma vie comme un distributeur automatique? Dites-le moi dans les commentaires. Soyez le jury. Si cette histoire vous a rappelé de vérifier votre rapport de crédit ou vous a donné le courage de vous opposer enfin aux personnes toxiques de votre propre sang, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire de vengeance silencieuse. D'ici là, faites confiance à l'aiguille, gardez vos preuves, et ne vous excusez jamais de vous protéger.